Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je suis très heureux aujourd'hui de commencer ce chapitre 2 de l'école des chefs. Si vous êtes ici pour écouter le podcast Le Retour au réel sur l'école des chefs, c'est parce que, a priori, vous avez écouté les épisodes 1 et 2 qui précédaient. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave, vous pouvez écouter celui-là, mais je vous invite quand même à écouter l'introduction et à écouter l'ensemble des chapitres parce que tout se complète. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme ? C'est partir donc du livre du père Gaston Courtois pour vous donner les clés qui peuvent faire de vous un chef. Pourquoi faire des chefs ? Parce que notre société a besoin de chefs, parce que notre société a besoin d'hommes qui guident les autres, et parce qu'une société, finalement, c'est une pyramide de chefs. Donc, que vous soyez en haut de la pyramide, au milieu de la pyramide, ou quasiment presque en bas de la pyramide, vous êtes toujours, d'une manière ou d'une autre, un chef. Vous avez des gens au-dessus de vous, vous avez des gens qui sont vos égaux, et vous avez des gens en dessous de vous. Chaque homme, et même chaque femme, d'une certaine manière, est appelé à exercer des responsabilités, c'est-à-dire à conduire d'autres personnes avec lui. Et donc c'est en cela que tout ce qui est dit dans ce podcast nous regarde tous, que nous aspirions à être quelqu'un qui a des très hautes responsabilités, ou que simplement nous ayons des responsabilités à notre taille, à notre mesure. L'important, encore une fois, ce n'est pas l'échelon auquel nous nous situons, mais c'est de bien occuper l'échelon sur lequel nous nous situons. Alors, qu'est-ce que ça va être le thème de ce deuxième chapitre ? Donc, je me base, comme je vous disais, sur le livre « L'école des chefs » du père Gaston Courtois, aux éditions Sainte-Madeleine. Le titre de ce chapitre, c'est « Le sens du réel ». Donc, ça sonne très bien avec le titre du podcast « Le retour au réel ». Et je vais commencer par une petite blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique ? Me direz-vous, oui, peut-être. La réponse, c'est que, en théorie, il n'y a aucune différence. Bon, je ne sais pas si vous aurez saisi le petit trait d'humour qu'il y avait dans cette devinette, ou plutôt dans la réponse. Dans cet épisode 3, je vais donc évoquer la qualité indispensable au chef, le sens du réel. La semaine dernière, nous avions évoqué l'importance du travail bien fait, de la rigueur, des compétences. C'est-à-dire qu'en gros, un chef est légitime parce qu'il est compétent dans son domaine, parce qu'il apporte une plus-value à l'exercice, parce qu'il fait les choses bien. Donc, réécoutez le podcast de la semaine dernière. Interrogez-vous justement si vous avez appliqué les exercices qui étaient demandés en fin de podcast la semaine dernière. C'est-à-dire, est-ce que vous avez relu vos mails avant de les envoyer ? Est-ce que vous êtes posé justement les bonnes questions ? Est-ce que vous avez lu la biographie de Napoléon qui vous était recommandée ? Voilà, maintenant, passons justement au deuxième niveau. Le père Gaston Courtois nous dit, évidemment, avoir des compétences, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Vous savez, cette notion justement de nécessaire, mais pas suffisant. Le bon chef doit développer cette qualité qui est le sens du réel. Et qu'est-ce que c'est ? Nous allons le voir plus en détail dans cet épisode. Premier point, c'est le terrain. Donc il va y avoir 13 points que je vais évoquer. Et ces 13 points, finalement, correspondent à chaque chapitre, en quelque sorte, à chaque paragraphe du chapitre. Le père Gaston Courtois nous explique que le chef doit connaître son terrain. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme de terrain ? Vous savez, c'est une expression qu'on emploie souvent, de dire lui, c'est un homme de terrain, l'autre, c'est plutôt un homme de théorie. Eh bien, c'est que, en gros, l'homme de terrain, il se contente pas juste d'être diplômé, d'être qualifié sur le papier, mais c'est celui qui va réussir à appliquer ses compétences dans des contextes qui peuvent être extrêmement variés. Je vous donne un exemple. J'ai été enseignant pendant une petite dizaine d'années. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous renvoie aux premiers épisodes du Retour au réel où j'explique un petit peu mon parcours. Il m'est arrivé, quand j'étais enseignant, de voir débarquer des professeurs qui étaient surdiplômés, donc des docteurs agrégés qui connaissaient parfaitement leur matière. Ils avaient réussi brillamment un concours, des examens, etc. Mais, dans la réalité, il s'est avéré qu'ils étaient incapables de faire un cours. Pourquoi ? Parce qu'ils se faisaient complètement manger par leurs élèves, parce qu'ils étaient incapables de transmettre, ils n'avaient aucune autorité. En gros, le métier de prof, ils l'avaient dans la théorie, mais dans la pratique, ils étaient nuls. Et je pense que ceux parmi vous qui m'écoutent, qui ont été dans l'armée ou qui le sont toujours, vous savez qu'on retrouve exactement la même chose chez les officiers. Hein. Il y en a qui sont sur le papier à Saint-Cyr excellents, ils ont des super bonnes notes, etc. Ils font des bonnes dissertes. Mais sur le terrain, les gars sont complètement nuls. Parce que, encore une fois, on peut être bon dans la théorie, mais dans la pratique, être incapable de mettre en pratique, justement,
la théorie, l'adapter à un terrain. Donc, prenons encore une fois un dernier exemple, hein, celui des hommes politiques. C'est ceux qui sont le plus aboutis dans, dans cette distorsion entre les diplômes, la formation, etc. Mais en fait, ils vivent tellement un vase clos, dans l'endogamie la plus parfaite, qu'ils comprennent rien à leur pays. Et du coup, ils connaissent pas du tout le terrain. Donc, second point maintenant, c'est la différence justement entre la théorie et la pratique. À l'école, et de manière générale dans toute formation, on passe la plus grande partie de notre temps à être enseigné de théorie. On nous explique comment fonctionne telle chose, on nous donne des grands principes, des abstractions, on nous fait apprendre des leçons. Finalement, on est toujours dans une salle de classe, assis à écouter quelqu'un qui parle. Donc c'est des paroles, des paroles, des paroles, toujours des paroles. Mais soyons honnêtes, à moins que vous soyez vraiment ingénieur spécialisé dans le nucléaire, est-ce que vous avez déjà eu besoin du programme de la classe de terminale en mathématiques dans le quotidien de votre travail? Souvent, je pense honnêtement non. Parce que qu'est-ce qu'on vous a fait faire en classe de terminale d'un point de vue théorique? C'est on a formé votre esprit. Donc, d'une certaine manière, oui, vous en avez besoin, mais pas besoin directement. On vous a aidé à développer une gymnastique logique dans l'art de raisonner. C'est pour moi, c'est à ça que servent les mathématiques. C'est nous apprendre enfin, c'est habituer notre esprit à réfléchir, à manipuler justement des choses un peu complexes. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans une école générale? C'est qu'on fabrique en quelque sorte le squelette de votre pensée. Mais attention, parce que très vite, si c'est très utile, cette théorie, cette théorisation du savoir, elle peut devenir aussi un obstacle et un gros handicap dans la réalité. Pourquoi? Soit parce que vous êtes gonflé d'orgueil, vous êtes persuadé d'avoir toujours raison, de tout savoir parce que vous avez eu des meilleures notes à l'école que les autres, ou parce que vous êtes naïf, c'est-à-dire qu'en gros, vous sortez tout juste d'école, mais vous n'avez rien vu de la vie réelle. Et donc, du coup, le risque, dans un cas comme dans l'autre, c'est que vous allez plaquer votre théorie sur la réalité. Pourquoi? Parce que la théorie, elle peut agir comme une forme de grille de lecture, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, la théorie, c'est comme si vous mettiez des lunettes et que ces lunettes vous faisiez voir les choses dans une couleur ou déformer en quelque sorte ce que vous allez voir. Donc tout ce qui rentre dans la théorie, c'est ok, vous l'acceptez, mais tout ce qui rentre plus dans la théorie, eh bien, vous allez l'écarter. Et du coup, vous allez vous-même appliquer une hiérarchisation dans les faits que vous allez rencontrer, une hiérarchisation dans les événements, qui ne respecte pas le réel tel qu'il est. C'est-à-dire que parfois, en fait, vous allez donner plus d'importance à un fait parce que, dans votre idée, ce fait-là, c'est le fait majeur sur lequel on doit se concentrer, mais vous allez louper un truc important. Et c'est le gros problème, hein, en fait, tout simplement, de notre condition humaine. C'est notre rapport au réel. Hein, comme disait Peggy, il faut voir ce qu'on voit. Hein, et malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas ce qu'ils ont sous les yeux. Et puis, parfois, à cause de déformations, ça peut être l'idéologie, ça peut être la formation théorique, fait qu'on déforme, on ne voit pas le terrain tel qu'il est. Deuxième raison, c'est que parfois la théorie peut s'avérer être impossible à appliquer dans la pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, en gros, c'est les personnes qui sont formées que théoriquement, quand elles voient que leur théorie ne marche pas, en fait, elles croisent les bras, elles rentrent chez elles, elles disent c'est pas possible, et elles abandonnent. Donc, parce que la théorie nous donne toujours l'illusion que les choses sont simples, qu'il suffit du coup de penser des choses, que tout va se régler très facilement, parce que voilà, dans le discours, sur le papier, tout est simple. Mais dans la réalité, tout prend du temps, tout est complexe, tout est affaire à chaque fois d'ajustement, de revoir justement la chose par rapport à elle-même. Imaginez, ouais, un architecte, des plans, c'est simple, c'est basique, etc. Mais quand on commence à aller sur le terrain, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas forcément vus. Enfin, justement, la réalité du terrain, quoi. Est-ce qu'il y a des problèmes d'humidité? Est-ce qu'il y a des problèmes de sol qui est meuble, etc. Et donc, une maison qui est très bien bâtie sur un plan d'architecte, elle peut s'avérer impossible à construire, ou en tout cas, il va falloir ajuster les plans pour pouvoir arriver à la fin à construire quelque chose. Le troisième point, c'est souvent qu'il ne faut pas s'arrêter au stade de l'idée. C'est toujours le problème des projets, de toutes les discussions théoriques. Prenons voilà, des exemples. Hein. Si, imagine, on remet un roi à la place du président et ça règle tous les problèmes de la France. Imagine, on gagne les élections, on prend le pouvoir et du coup, voilà, on va faire les choses mieux que les autres. Imagine, on crée notre entreprise et ça va super bien marcher. Imagine, on ouvre un bar, imagine, on achète un château, on le rénove. Enfin bref, plein d'idées. Elles sont super, les idées.
Il paraît d'ailleurs que les Français sont, un des peuples qui a le plus d'idées. Mais, une idée finalement, ça n'a aucune valeur tant que c'est du papier, tant que c'est une idée, tant que c'est un projet idéal, une discussion, enfin voilà, tant que ça s'est pas réalisé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées? Bah, souvent voilà, on se réunit, on va faire des réunions, on va développer une théorie de l'action, on va faire un plan sur 5 ans avec un prévisionnel, des chiffres, on va mettre en place des organigrammes théoriques, des étapes clés, des indicateurs de succès et cetera. Tout ça, c'est vraiment génial, c'est ce qu'on apprend à faire dans les écoles de commerce et cetera. C'est, du management de projet en quelque sorte et c'est super. Il faut apprendre à faire ça, c'est important. Mais c'est pas suffisant. Parce que si quand on commence à lancer le projet et qu'on découvre qu'il y a un problème et que ce problème-là, il n'était pas dans la théorie, le risque, c'est qu'on abandonne le projet. Combien de fois, moi ça m'est arrivé d'avoir des projets, des personnes qui sont motivées et puis quand on commence à travailler, ah tout d'un coup on rappelle les gens puis ils ont plus le temps, ils sont plus dispo. On achète une maison, on a prévu des travaux, mais sauf que en gros, bah, les ouvriers répondent plus, ils sont pas là, les travaux démarrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hem, on a un projet, il nous faut des investisseurs, il faut lever des dons. Ça marche pas, on n'arrive rien, à lever. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se décourage? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on trouve une autre solution? Hem, on commence un je sais pas moi, voilà, on a le projet d'aller à tel endroit, puis tout d'un coup, la route est barrée, il y a une intempérie, le train est annulé. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? Hem, en gros, voilà, il faut toujours être capable d'accepter que les choses ne se passent pas comme prévu et d'être suffisamment motivé et suffisamment aussi, déterminé pour chercher une solution alternative. Tout le monde est tenté par la paresse, on a tous la flemme de devoir réfléchir, on a tous aussi parfois un orgueil et même une tristesse à l'égard des déceptions, des choses qui se passent pas comme prévu, parfois même de la colère et du coup, bah, beaucoup de gens, abandonnent dès que ça marche pas comme ils veulent. Il faut, être capable d'avoir une sorte de sérénité, d'apaisement, de souplesse pour quand les choses ne, fonctionnent pas, ne démarrent pas comme on aurait voulu, comme on aurait prévu qu'elles démarrent et bien, de réajuster le plan d'action et de s'adapter. Le point numéro 4, le père Gaston Courtois nous dit qu'il faut tenir en même temps l'idée et la réalité. En fait, il nous dit, le père Courtois, que là, oui, on vient de donner de l'importance au réel par rapport aux idées, mais il faut pas oublier que l'idée, elle est quand même hyper importante. Parce que si on ne sait pas où on va, si on n'a pas de but, c'est ce que je disais justement dans l'épisode précédent, le chef, c'est celui qui montre le cap. C'est celui qui est capable de donner la direction. Donc, voilà, s'il n'y a pas de direction, c'est sûr qu'il va pas y avoir non plus de moyens, et puis la réalité, en soi, le sens du réel, n'aura pas son importance. Donc, il faut tenir les deux. C'est-à-dire qu'il faut voir là où on va, il faut regarder la direction dans laquelle on va, la montrer aux autres, tout en étant conscient qu'il faut aussi regarder ce qu'il y a autour de soi. Il ne faut pas voilà, marcher en regardant les nuages. Et il faut du coup se dire, bah, voilà, comment est-ce que je vais me rapprocher de l'endroit qu'on a fixé? Parfois, je vais pas pouvoir escalader le mur, il est trop haut. Il va falloir le contourner, il va falloir faire un trou, il va falloir passer en dessous, enfin voilà. C'est ça, justement, le sens du réel. Donc, rappelez-vous, tout vrai chef a dans son cœur une idée, un objectif, sinon c'est pas un chef, c'est un gardien de troupeau. Ah, il est là juste pour surveiller, pour veiller que, les choses se passent pas mal, mais le vrai chef, c'est celui qui conduit le troupeau, qui l'emmène à un autre endroit. Et donc, cette magnifique qualité de chef qui consiste à voir plus loin que les autres, elle doit absolument être complétée par l'autre qualité, qui est le sens des réalités matérielles, des réalités contingentes, parce que sinon, le chef n'est pas un chef, c'est un rêveur, c'est un utopiste. Et moi, ça m'est arrivé pas mal de fois de rencontrer des gens. Vous savez, c'est une phrase, je crois qu'on l'impute à De Gaulle, ou je sais plus, enfin, voilà, qui dit l'intendance suivra. Alors, c'est pas faux quand on dit ça, dans la mesure où on doit d'abord viser un but pour que l'intendance suive. Mais l'intendance, elle suit jamais par magie. Si justement l'intendance ne peut pas suivre, le but ne sera pas atteint. Donc, en tant que chef, vous devez penser à toutes les difficultés que vous allez devoir surmonter
et vous rappelez que dans la vie, rien n'est jamais facile, qu'il faut anticiper les complications, qu'il faut s'y confronter, qu'il faut pas les nier, tout simplement. Le point numéro 5, alors ça part d'une citation qui dit: «En artillerie, ce qui importe, ce n'est pas le coup qui part, mais le coup qui porte». Alors moi qui ai fait pas mal de boxe, je pourrais dire la même chose, hein. En boxe, ce qui importe, c'est pas le coup de poing qui part, mais c'est le coup de poing qui touche, même qui met un KO. Dans la vie, en fait, tu peux frapper de toutes tes forces, mais si le coup que tu as donné, il est esquivé, si le coup que tu as donné, finalement, il est paré et ça arrive juste dans le bras de ton adversaire, et ben ce coup, il t'aura fait dépenser beaucoup de force pour rien. Tu auras beau avoir été à la salle, avoir des biscottos énormes, eh bien, tu n'auras pas réussi à le toucher, ton adversaire. En gros, il suffit, pour un KO, en fait, il suffit d'un coup bien mis dans l'arcade ou voilà, enfin un coup qui va déclencher justement le chaos et c'est parfois plus une question de précision, de justesse qu'une question de force. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ça veut dire que sur le papier, tu peux avoir en théorie la plus grande force, la meilleure préparation, le meilleur équipement, on pourrait dire voilà, les Américains, ils ont la plus grosse armée avec le meilleur matériel et tout. Mais dans les faits, sur le terrain, il peut toujours y avoir un raté qui annule tout. Hein, si vous regardez la manière justement dont les Afghans ou les Vietnamiens ont réussi à faire face à l'armée américaine, sur le papier, vous pourrez mesurer, voilà, qu'est-ce que c'est que les Viets face aux Américains. Il y a pas photo, 2 secondes. Et pourtant, eh ben, en fait, les Vietnamiens ont réussi à tenir leur adversaire à distance et même finalement à le faire partir et rater cette guerre parce que, bah, justement, les Américains, sans doute, étaient pas bons sur le terrain, hein. Donc ce qui compte, c'est pas la puissance théorique, la puissance qui est sur le papier, qui est là en amont, mais c'est la manière dont cette puissance va être utilisée pour atteindre le but sur le terrain, hein. Et parfois, du coup, en remettant en cause les idées toutes faites. Donc je suis pas du tout en train de vous dire que dans la vie, il faut pas se préparer, il faut pas s'entraîner, il faut pas anticiper. Je dis seulement que tout ça n'est pas suffisant. Parce que un combat de boxe, c'est sur le ring qui se gagne, c'est pas à la salle. Sur le champ de bataille, bah, c'est là que justement votre armée va faire la différence. C'est pas dans une salle, de classe. C'est même pas dans une réunion, de plan de bataille. Hein, quand vous êtes, un architecte, la maison, elle se construit pas dans votre bureau d'architecte, dans votre bureau d'études, elle se construit sur le chantier. Donc, c'est voilà, il faut être capable, en tant que chef, de déployer la puissance sur le terrain et pas juste dans votre tête. Le point numéro 6 est le suivant. En éducation, ce qui compte, ce n'est pas la leçon donnée, mais la leçon assimilée. Alors, on va me dire, ça fait penser un peu à ce que je viens de dire. Le père Courtois rappelle que Chesterton, vous savez, c'est un écrivain, penseur, philosophe anglais, avait une boutade. Il dit en gros, s'il s'agit d'enseigner le latin à John, que faut-il d'abord connaître? Le latin, n'est-ce pas? Et Chesterton dit, avec humour, non pas le latin, mais d'abord le petit garçon. Ça reprend un adage scolastique que j'avais appris, c'est que une forme, c'est-à-dire en gros une qualité ou quelque chose qu'on veut donner, une forme, ne peut être reçue par une matière qui n'est pas en capacité à la recevoir. C'est-à-dire que vous avez beau être le plus grand latiniste du monde, celui qui connaît mieux le latin en théorie, mais si vous donnez un cours à un enfant et que ce cours est extrêmement théorique alors que cet enfant il a besoin de toucher, de sentir, d'images, eh bien vous n'allez rien lui apprendre à cet enfant. Donc il faut d'abord connaître la matière sur laquelle porte votre exercice. Il faut déjà savoir comment est-ce que vous allez devoir appliquer votre méthode, votre plan à un terrain qui peut être en pente, qui peut être graveleux, qui peut être plein d'obstacles. L'atteinte du but, c'est toujours quelque chose qui est conditionné par le matériau sur lequel vous travaillez. Je prends un autre exemple que je connais bien, enfin pour le coup un exemple personnel, pour ceux qui connaissent un petit peu une de mes activités importantes qui est Academia Christiana. Beaucoup de gens m'ont dit, finalement à Academia Christiana, vous privilégiez le côté festif
à la dimension, d'inciter les gens, à s'engager en politique, voilà, c'est pas très militant, vous faites des fêtes tout le temps et cetera. OK. 2e, critique qui était faite, c'était en gros: «Oui, mais quand vous faites, des enseignements, vous, projetez tout de suite les gens vers, l'engagement, vers l'action et finalement vous faites un peu de formation théorique, mais c'est très léger, ça va pas très loin». Donc oui, en théorie, je suis d'accord avec ces gens-là. Sur le papier, c'est peut-être pas assez, on pourrait peut-être faire davantage, on pourrait, faire des choses plus engagées, faire une formation politique, plus abstraite et cetera. Mais le problème, c'est concrètement, est-ce que ça marcherait? Hem, Peut-être pour des tout petits groupes, peut-être pour des individus, mais le problème, c'est que quand on essaye, et ça fait partie aussi des contraintes de notre exercice, c'est-à-dire de toucher un grand public, un public large, si on veut essayer de sortir de la marginalité, si on veut essayer d'être compris par plus de gens, si on veut essayer de sortir, du petit cénacle, où on a déjà quelques auditeurs, mais aller un peu plus loin, eh bien, en fait, la convivialité, la dimension festive des événements, qui est quelque chose de purement, un moyen, c'est pas une fin en soi, qui est juste la forme qu'on va donner à l'événement, eh bien, c'est important parce que, comme dit l'adage, hein, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc, en gros, il faut donner justement aux gens envie de venir. Il faut que ça ait l'air sympathique, il faut qu'ils y passent un bon moment, pour que ça puisse, voilà, les attirer, les retenir. Et puis, de la même manière, je réponds à la deuxième objection, si on veut parler aux gens, bah, il faut aussi leur parler du but, de ce pourquoi on parle de philosophie politique, et cetera. Parce que si on reste juste purement dans l'abstraction théorique, les gens, ça les ennuie, et c'est réservé, encore une fois, à un petit nombre. Donc, si on a fait les choix de faire ce que l'on fait, c'est parce qu'on a constaté que le moyen le plus efficace pour former des jeunes à s'engager au service du bien commun, c'était à la fois de leur proposer un discours qui était pas trop théorique et suffisamment pratique, avec des débouchés pratiques, et puis, d'autre part, c'était que l'événement soit sympathique, qu'il soit beau, qu'il soit convivial, qui donne envie aux gens pour pouvoir attirer justement, plus de gens que, si voilà, on se contentait, de faire des cours, extrêmement froids et abstraits, dans bah, de manière, ultra sérieuse. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Donc en théorie, on pourrait faire plus, mais dans la pratique, c'est difficile. Alors le point 7, le père Gaston Courtois nous dit: «Quel est le sens du réel?» C'est 2 choses. Premièrement, c'est de connaître le but, c'est-à-dire de ne pas se tromper de direction, c'est d'avoir bien cerné quel était le projet final dans lequel on va. Et la deuxième, c'est de connaître les moyens dont on dispose. Donc le but, entre guillemets, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, parlons des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire connaître les moyens dont on dispose? Ces moyens, dit Père Courtois, ce sont les hommes avec lesquels il faut agir. Donc en gros, concrètement, que ce soit dans votre travail ou dans vos engagements, bah, les hommes, c'est les équipes avec lesquelles vous allez travailler, même les chefs qu'il peut y avoir au-dessus de vous. C'est les compétences qu'il va falloir réussir à trouver dans l'équipe, c'est le caractère des hommes avec qui vous travaillez, c'est l'absence, de tel ou tel profil qu'il va falloir combler, les oppositions que vous allez rencontrer. Donc les oppositions, ça peut être dans le domaine de l'entreprise, ça peut être la concurrence, les oppositions, ça peut être des ennemis, les oppositions, ça peut être des normes légales, et cetera. Les pièges à éviter, donc c'est le 3e moyen dont vous disposez qu'il faut connaître. Bah, c'est souvent des choses que vous pouvez oublier, les pièges. C'est des choses auxquelles on pense pas, c'est parfois des choses sur lesquelles on se dit: «Il faut aller là», mais on y va trop, ou c'est même des défauts qu'on peut avoir. Donc, je sais pas, par exemple, enfin, je vous donne un exemple de piège à éviter quand on développe, une activité. Ça peut être de négliger d'anticiper la formation de ceux qui vont prendre le relais plus tard. Ça peut être de vouloir trop vite un succès, éclatant, mais du coup de négliger, bah, les bases un peu solides de votre développement. Ça peut être de, dépenser trop vite, vos bénéfices et du coup de pas, thésauriser suffisamment ou l'inverse, ça peut être de négliger, d'investir, suffisamment dans le renouvellement du matériel et cetera. 4e, moyen dont on dispose, ou en tout cas qui fait partie du terrain, bah, c'est la connaissance des obstacles à surmonter. Hein, il faut savoir qu'est-ce qu'on va devoir franchir comme obstacle. Ça peut être, bah, dans le cas d'un projet d'entreprise, ça va être parfois de trouver des investisseurs, ça peut être parfois de trouver un lieu, ça peut être de se faire connaître, ça peut être, bah, d'avoir les travaux qu'on va devoir faire pour, ouvrir le restaurant, et cetera, et cetera. Et puis dernier point, ce sont tous les manques qu'il faut combler. Donc ça peut dire parfois sur tel point, j'ai une compétence qu'il va falloir que j'acquière. Je peux avoir une image à retravailler.
Il peut y avoir une offre que je suis pas en mesure de proposer maintenant, mais ça va être indispensable de la proposer après, ça fait partie du projet global. Ça peut être un vice, un défaut, que j'ai et qu'il faut absolument que je corrige. Donc ça, ce sont les moyens concrets, hein, les hommes, les oppositions face à nous, les pièges, les obstacles et les manques à combler. Le point 8, ça concerne la vue. Le chef, c'est celui qui voit juste. Et la plupart des hommes, la grande majorité, se mentent à eux-mêmes. Ils ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Bah parce que parfois c'est par confort. C'est-à-dire que c'est confortable de rester dans les idées qu'on a. C'est de la paresse, c'est de l'habitude. Euh, Pourquoi c'est confortable de pas regarder les choses telles qu'elles sont? Bah parce que regarder le réel, ça coûte de l'énergie. C'est fatigant. Faut sortir de chez soi, faut écouter les autres, même les gens qui pensent pas comme vous. C'est pas agréable. Et puis ça peut piquer notre orgueil parce que parfois quelqu'un nous fait un reproche et du coup, il va falloir peut-être se remettre en question et puis s'il faut se remettre en question, il faut peut-être remettre en question ses petites habitudes et du coup, remettre en question les habitudes et la routine confortable, c'est casse-pied. Souvent, enfin, voilà, on se réfugie beaucoup dans «on a toujours fait comme ça», on se dit: «Voilà, je là, maintenant, du coup, puisqu'on me dit ça, ça veut dire que je vais devoir revoir tout ce que j'avais construit, et repartir à zéro. Mais quelle horreur!» Mais sauf que parfois, en fait, c'est bien de repartir à zéro parce que justement, en fait, si vous continuez à faire comme vous avez toujours fait, vous allez vous planter. Hein, pensez, enfin, ça peut ce que je dis peut paraître, très, enfin valider, on va dire la théorie capitaliste et cetera. Mais quand, Schumpeter parle d'innovation destructrice, bah, il est vrai que dans les dynamiques économiques, forcément, il y a, des innovations qui vont détruire des choses, avec lesquelles on fonctionnait auparavant et celui qui est pas capable, de le voir, de l'accepter, bah, il va en tout cas, d'un point de vue économique, être mis à l'écart. Et donc parfois, il faut être capable, je veux dire, ça veut pas dire il faut suivre le progrès, aveuglément, mais il faut parfois être capable de se dire: «Bah, tiens, telle chose, même si, je la désapprouve, je préférais comme c'était avant, mais je suis bien obligé, d'en accepter au moins la réalité». Hein, accepter le réel, c'est pas le valider, c'est pas dire: «C'est bien», c'est juste voir les choses, elles sont comme ça. C'est dommage, c'est triste, mais c'est ainsi. Voir juste, ce n'est pas non plus prendre le contre-pied systématique de ce que pense la majorité. Ça, c'est il y a des gens comme ça qui sont toujours, en train de dire voilà enfin, bah, qui sont jamais d'accord avec tout le monde parce qu'ils s'imaginent justement qu'eux, ils cherchent la vérité. Donc en gros, ils la cherchent en étant systématiquement en désaccord avec tout le monde. C'est juste ridicule et enfin, c'est aussi bête que celui qui est un mouton, quoi. Donc chercher la vérité, c'est juste accepter que la vérité sera pas forcément ce à quoi on s'attendait. C'est accepter aussi de prendre le temps de l'observation. C'est chercher à comprendre, c'est vérifier, c'est s'intéresser aux choses, c'est s'intéresser aux gens, c'est les écouter quand ils nous parlent et c'est même poser des questions quand on comprend pas. Parfois vous dites: «Ah ouais, mais on va me prendre pour un idiot». En fait, le vrai idiot, c'est pas celui qui pose des questions. C'est celui qui fait semblant de comprendre quelque chose alors qu'il comprend rien. Donc, si vous aspirez à diriger, et j'espère que vous y aspirez parce que c'est votre devoir de diriger, eh bien, il faut chercher toujours l'objectivité. Je veux voir ce qui est et non pas ce que je voudrais qu'il soit. C'est comme en amour. Hein. Je disais dans le podcast sur l'amour, il faut aimer les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous n'avez pas le choix, en fait. Si vous refusez le réel, vous allez forcément vous planter à un moment donné. Si vous voulez pas aimer les gens comme ils sont, vous allez finir tout seul. Vous allez vous brouiller avec tout le monde parce que vous voulez imposer votre vision des choses et cette vision des choses, bah, elle est personnelle et subjective. Il faut accepter que tout soit pas comme vous voulez. Ça veut pas dire qu'il faut accepter tout le monde, il faut accepter les défauts de tout le monde, non, mais voilà, il faut accepter de voir le réel tel qu'il est. Et il faut accepter que le réel dans la vie, hein, rien n'est simple, tout est complexe. Hein. Il n'y a pas des gentils d'un côté, des méchants de l'autre. Il n'y a pas une seule cause qui expliquerait tout le mal qui est dans le monde. Et voilà, il faut être comprendre que le monde sur Terre, il est fait de nuances de gris
et que parfois le bien et le mal sont mélangés, que parfois, on va devoir faire des compromis, parce qu'on n'a pas le choix, en fait, tout simplement. C'est pas possible, en fait, ou c'est pire de pas vouloir faire le compromis. Donc il faut aller dans la connaissance précise des choses, il faut chercher à être exact, il faut, éviter aussi tout ce qui est, de l'ordre de l'exagération ou de l'ordre de l'approximatisation de l'approximation. Si vous restez au niveau des idées approximatives, vous allez, être dans les caricatures et vous allez les plaquer sur le réel et donc négliger une partie du réel. C'est en grande partie, ce que font, souvent les idéologues, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous avez en gros une sorte de prêt-à-penser droitard comme un prêt-à-penser gauchiste. Donc le droitard, c'est, toute personne, qui, en gros, est victime du marché, c'est de sa faute. Elle avait qu'à bosser plus, travailler plus, faire des études en plus, et cetera. Ceux qui s'enrichissent, c'est forcément, ils l'ont mérité d'une certaine manière. Sinon, c'est pas toujours vrai. Enfin, je sais pas, les rois autrefois étaient capables de mettre en prison justement, des personnes qui s'enrichissaient de manière excessive et en arnaquant les autres. Enfin, ça existe. Voilà. Il y a parfois des gens qui sont victimes d'injustice, tout ça. Voilà. Donc il faut, voilà. Et puis le prêt-à-penser gauchiste, c'est qu'effectivement, toute personne qui réussirait, ce serait quelque chose d'injuste. Qu'il faudrait qu'on soit exactement tous égaux et que dès qu'on dépasse en quelque sorte, l'un ou l'autre, il faudrait qu'on soit ramené au niveau d'égalité, que tout ce qui m'arrive, c'est jamais de ma faute, que je suis responsable de rien, et cetera, et cetera. Bon, je caricature, hein, voilà, mais oui, il faut sortir de la caricature parce que aucun de ces deux prêt-à-penser est vrai et le réel est, en dehors. Le réel est le réel, donc il faut le regarder, il faut évaluer, les responsabilités, les torts, les choses qui échappent à la responsabilité, et cetera. Je vais prendre une petite image pour essayer d'expliquer, l'importance, de regarder le réel tel qu'il est et que souvent, en fait, à vouloir, se focaliser sur une chose, on en loupe d'autres. Imaginez, il y a un type hyper costaud qui est un gardien. Qu'est-ce qu'il garde? Il garde la porte, d'un édifice et dans cet édifice, il y a une toute petite clé. C'est la clé d'un coffre-fort, quoi. Voilà. Lui, il doit faire en sorte que personne ne rentre et que personne ne vole la clé. Et donc un jour, un type se pointe dans la rue, c'est un mec hyper costaud qui hurle, qui l'insulte, qui se tape sur la poitrine. Donc, qu'est-ce que fait le gardien? Il se met en garde, il se prépare à l'affronter, il sécurise la porte, et cetera, voilà, en regardant le géant qui est en train de le provoquer. Sauf qu'en fait, tout ça n'était qu'une diversion pour permettre à un autre gars, tout petit, tout mince, de se faufiler discrètement en étant inaperçu. Et donc, du coup, le gardien, il est obnubilé par le géant bruyant qui le menaçait et il se fait voler les clés parce que quelqu'un est passé derrière lui sans qu'il s'en rende compte. Donc, quand vous êtes chef, vous devez faire attention justement à ces gros trucs qui ne servent qu'à monopoliser l'attention et vous devez être attentif aux petites choses qui pourraient avoir une incidence réelle sur votre mission. Passons désormais au point numéro 10, se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est la devise des Grecs sur le temple de Delphes. C'est la base de la sagesse. Toute la sagesse antique, elle repose sur la connaissance de soi. Alors, connaissance de soi, attention. La connaissance de soi, c'est pas du nombrilisme, c'est pas l'obsession de l'introspection. Il faut absolument tout dévoiler, connaître les motifs les plus cachés de sa conscience, etc. Ça, c'est impossible. C'est pas non plus du fétichisme, du narcissisme. Se connaître, c'est surtout connaître ses limites, nous dit le père Courtois. Il faut avoir le courage de ce que l'on est avant d'avoir le courage de ce que l'on veut être. Donc, il faut que vous connaissiez vos défauts. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. On est tous tentés, effectivement, de ne pas vouloir se regarder tel que nous sommes. Parfois, on peut tenter aussi de se regarder pire que nous sommes. Mais il faut porter l'humilité, comme je disais, c'est porter un regard juste sur soi-même. Essayer d'être le plus clairvoyant vis-à-vis de ses faiblesses, de ses fragilités, de ses défauts. Parce que si vous ne les voyez pas, vous ne pourrez pas les corriger. Donc, soignez vos blessures, parce que sinon elles vont s'infecter, elles vont tout pourrir en vous, et vous allez mal finir. Donc, acceptez des reproches qui peuvent vous être faits, acceptez de constater vos faiblesses. Les faiblesses, ça peut être d'être quelqu'un de mal organisé, d'être quelqu'un de colérique, d'avoir une petite tendance à l'alcoolisme, d'être très orgueilleux, d'être trop attiré d'un point de vue amoureux et donc du coup de tenter
l'infidélité ou de faire des bêtises à cause de vos émotions, d'être trop inconstant, d'être trop paresseux. Tout ça se soigne, mais ça se soigne qu'à partir du moment où on est conscient qu'il y a un problème. Aucun problème n'en soit honteux. Enfin, je veux dire, la nature humaine, elle est faite de faiblesses et de fragilités. On en a tous, mais si on veut justement ne pas être détruit par ces faiblesses, bah, il faut accepter de les voir. Il faut les regarder telles qu'elles sont. Et il faut commencer par travailler sur soi-même, par se soigner. Le point numéro 11, c'est de se méfier des formules toutes faites. Alors, quelques exemples. En politique, on pourrait dire que, typiquement, bah, pour la méthode, pour un parti politique, bah, c'est d'organiser des meetings, c'est de coller des affiches, c'est de faire aussi la communication digitale, c'est de faire beaucoup de bruit pour grimper dans les sondages et tout. Mais en fait, quand vous regardez bien, la plupart des partis font ça. Mais ça marche pas pour tous. Ils n'arrivent pas au même résultat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'appliquer une théorie et une méthode pour gagner, il y a d'autres choses. Hein. Prenons le même exemple dans l'entreprise. Hein, on donne en école de commerce ou de management, etc., des conseils, des méthodes, des grands principes qui sont valables dans toute réussite entrepreneuriale. Et pourtant, bah, il y en a qui s'écroulent et il y en a d'autres qui réussissent. Et pourtant, ils ont tous appliqué la méthode. Pourquoi? Bah parce que le succès, la victoire, ça dépend pas uniquement d'un process. C'est pas, il y a pas de méthode magique. Il n'y a pas oui, parfois, vous savez, on voit sur Internet la méthode magique pour gagner, je sais pas quoi, pour devenir le super influenceur et tout. Il y a sans doute des choses intéressantes. On va sans doute vous donner des grands conseils, des grandes lignes. Et il faut être capable, justement, quand on apprend une méthode, quand on apprend un art, quand on apprend, etc., à comprendre pourquoi, les raisons même de l'art, les règles de l'art. Mais il faut aussi être suffisamment intelligent pour se rendre compte que dans telle situation, tel contexte, il va falloir abandonner ces règles parce qu'elles sont plus opérationnelles et qu'il va falloir trouver une autre méthode qu'il va peut-être falloir construire. Hein. Comme on dit dans le texte du départ routier au scout, si la route te manque, fais-la. Hein. Parfois, eh bien, vous, en tant que chef, vous allez devoir tracer un azimut dans la forêt. Vous allez devoir couper les ronces et éclairer une route sur laquelle plus personne n'était allé depuis des années et des années. Autre exemple, hein, enfin ouais, pour essayer de bien comprendre ça, hein, vous savez, on dit aujourd'hui dans le marketing, on est à l'ère du digital, donc tout se joue sur la viralité des réseaux sociaux. Il faut faire que de la vidéo, il faut plus du tout faire d'écrit. Donc c'est sans doute tendanciellement vrai, mais tout dépend du contexte et du domaine dans lequel vous êtes. Si vous voulez lever des fonds, bah parfois le digital c'est pas forcément très opérationnel. Ça, tout va dépendre, voilà, d'un contexte, d'un projet, d'un discours. Et voilà, retenez une chose, hein, pour finir sur ce point numéro 11, c'est dans la vie, il y a des règles. Il faut connaître les règles, c'est important. Puis, il faut aussi savoir développer un instinct des situations qui va vous permettre de distinguer, d'analyser quel est le bon moment pour s'affranchir des règles. La règle, il faut la respecter dans 70-80% du temps. Mais il faut faire attention à ne pas être prisonnier du process, du formulaire, du système. Hein. Et parfois être capable de désobéir, être capable d'aller ailleurs, être capable de s'aventurer dans un truc que personne n'avait osé faire, être créatif, être audacieux, c'est ça aussi, être un chef et avoir le sens du réel. Le point numéro 12, dit le père Gaston Courtois, c'est de regarder les choses d'en haut. Plus vous allez évoluer, plus vous allez donc prendre des responsabilités, et plus les projets que vous allez diriger vont devenir complexes. Il va y avoir plus de détails, plus d'équipes, plus de tâches, plus de domaines, plus de sujets, plus de méthodes différentes. En gros, vous allez devoir maîtriser à la fois des sujets juridiques, financiers, logistiques, humains, politiques, religieux, culturels, etc. Pour avoir le sens du réel, il faut que vous preniez du recul. Parce que le risque, c'est que le détail vous masque tout le reste, ou que le détail fausse votre vue sur l'ensemble. Si vous vous concentrez uniquement sur la partie juridique ou financière d'un projet, vous allez peut-être être induit en erreur, ou vous allez donner trop d'importance à quelque chose qui est de l'ordre du détail. Donc laissez les spécialistes se charger des détails. Les détails sont importants. Il faut régler les détails, mais c'est pas forcément le rôle du chef de les régler. Parce que du coup, vous allez finalement donner trop d'importance et ça va en fait rendre la tâche et l'ensemble du projet impossible parce qu'il il est grévé par ce détail. Je vous donne un autre exemple.
C'est, souvent, enfin, c'est un peu un adage, dans le milieu juridique, on dit: «Il faut pas jouer contre son camp». C'est-à-dire qu'en gros, en fait, quand on fixe un but, il faut pas d'abord penser aux petits détails ou aux petits problèmes qui va vous empêcher d'avoir le but. Il faut d'abord réfléchir à comment est-ce qu'on va vers ce but et puis après on règle les problèmes au fur et à mesure. D'accord? Point numéro 13, c'est de pressentir les opportunités. Imaginons que là, ça y est, vous êtes le chef, vous allez lancer l'entreprise de vos rêves. Donc, vous avez recruté des équipes, vous avez conçu un projet, vous avez un plan, un prévisionnel, une stratégie, vous avez eu des investisseurs. Bref, votre objectif, ça va être de devenir le leader sur le marché du maillot de bain l'été prochain. Et comment est-ce que vous allez y arriver? Vous avez le petit truc en plus qui va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. C'est un brevet pour une nouvelle fabrication d'une toile qui sèche extrêmement vite. Vous avez proposé des super maillots de bain qui sèchent très vite, c'est cool. Donc le projet est lancé, on est le 15 février, tout commence, sauf que tout d'un coup, le prestataire sur lequel vous comptiez, le seul qui avait une usine capable de coudre des maillots de bain rapidement avec les patrons que vous avez réalisés, a mis la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on va faire en Chine. Bon, comment faire? Là, tout d'un coup, je sais pas ce qui vous passe par la tête. Vous voyez que, je sais pas, les derniers étés, les prévisions météorologiques étaient un peu pourries et vous dites: «Bon, grande chance que l'été 2025 soit pas non plus, le plus, plus chaud qu'on ait connu». Donc vous décidez de changer votre fusil d'épaule et de trouver une alternative. Ça va être de développer un vêtement d'été pour la pluie qui sèche hyper rapidement. Et donc là, vous allez, saisir l'opportunité de l'année. Votre produit va s'arracher sur le marché, vous avez aucune concurrence parce que personne n'avait pensé à faire ce que vous avez fait là. Et du coup, en fait, si vous n'aviez pas eu ce fournisseur qui vous avait planté, eh ben, vous auriez sans doute raté le lancement de votre entreprise parce que vous auriez essayé de vendre des maillots de bain alors qu'il n'y avait plus tout l'été. C'est évidemment un exemple, fictif, mais pourquoi j'ai inventé cet exemple? C'était pour dire, en gros, parfois, il faut être capable de changer son fusil d'épaule, de transformer quelque chose qui est un obstacle apparent en une opportunité. C'est Talleyrand qui dit, hein: «Il faut accepter l'inévitable pour en faire l'utilisable». Je complète aussi, et ça c'est dans le livre, hein: «Le vrai chef», nous dit Henri Pourrat, «c'est celui qui prend dans le présent les choses telles qu'elles sont pour en faire surgir de quoi les faire devenir un peu plus que ce qu'elles doivent être». Dans tout ce podcast, on a parlé beaucoup de pragmatisme. Donc on a dit en gros, le sens du réel, ça ressemble à une forme de pragmatisme. Mais attention, parce qu'il serait mauvais de laisser les choses telles qu'elles sont et de se contenter de l'état actuel de la société pour se dire en gros, moi, mon rôle de leader, c'est juste d'utiliser les situations à mon profit financier personnel. Ça, c'est nul. Le chef, c'est celui qui accepte de travailler avec le matériel qu'il a. C'est en gros l'inverse de, vous savez, on dit toujours le mauvais ouvrier, c'est celui qui a les mauvais outils. Bah oui, parce qu'en fait, en gros, il se plaint toujours, il trouve en gros des excuses extérieures pour ne pas faire les choses. Donc la solution, elle est sous vos yeux. Vous avez 2 bras, 2 jambes et il y a des ressources dans le réel. Donc cherchez. Et puis même s'il vous manque un bras ou une jambe, bah, vous allez peut-être trouver quelque chose d'adapté. Vous allez peut-être même utiliser entre guillemets, votre faiblesse, pour faire mieux, pour vous dépasser. Et donc arrêtez d'accuser le réel et essayez de trouver dans le réel des ressources pour faire ce que vous pouvez faire de mieux, tout simplement. On ne vous demande pas de faire telle chose, on vous demande de faire la meilleure chose que vous pouvez faire dans l'état actuel de la situation. Alors, avant de conclure et vous donner des réflexions de la semaine et puis des conseils, enfin des exercices, je vais vous donner quelques éléments sur Lyotet parce que c'est la biographie de Lyotet que je vous invite à lire cette semaine, enfin que le père Gaston Courtois nous invite à lire cette semaine pour approfondir. Donc déjà, qui est Lyotet? Juste pour vous donner ses dates, hein, il est né en 1854 et meurt en 1934. Il a été officier, gouverneur du Maroc, académicien, et il est surtout connu pour le rôle qu'il va jouer en Afrique. Alors pourquoi est-ce que Lyotet justement a joué un rôle particulier en Afrique? Son biographe nous dit: «Lyotet, ce fut une énergie qui créa, une vision qui guida, une main qui pacifia». L'autre biographe, Jacques Benoît Méchain, dit justement dans la biographie de Lyotet qui s'appelle Lyotet l'Africain ou le rêve immolé,
nous dit Lyotet, il voulut bâtir, mais le temps lui échappa, il voulut servir, mais les circonstances firent de lui un témoin impuissant du déclin de son œuvre. En fait, Lyotet, il a connu un peu la fin et l'effondrement de l'Afrique, mais il a réussi quand même à s'y adapter. Et surtout, là où il a été très fort, c'est dans son respect des cultures locales. C'est qu'en gros, il a compris que le rôle militaire, c'était pas d'écraser un pays pour empêcher les gens de se révolter, pour les forcer à faire les choses, c'était de les comprendre. C'était de comprendre finalement qu'est-ce que c'était qu'un Africain, qu'est-ce que c'était que le terrain, et que le but, alors ça c'est une très belle citation, je crois que c'est ce qu'il dit après son premier poste en Indochine à Madagascar, gouverner, ce n'est pas contraindre, c'est faire grandir. Moi, je trouve, il faut absolument méditer cette phrase, je la trouve extraordinaire. Si vous voulez être un vrai chef, votre but, c'est pas de contraindre les gens, c'est de les faire grandir. Euh, donc, Lyotet va partir au Maroc, ça va être l'œuvre principale de cette vie, et il va donner un modèle au protectorat français. C'est de conserver les structures traditionnelles de la société marocaine. C'est qu'en gros, le pays, enfin, là c'est citation de Lyotet, hein, un pays ne se gouverne pas contre lui-même. Donc il faut accepter. Et en gros, bah, si les Berbères sont en résistance, eh ben, on va intégrer les Berbères au projet. On va s'appuyer sur les élites locales. En gros, c'est voilà. En fait, finalement, j'ai quelque chose qui est contre moi, plutôt que de l'affronter frontalement, je vais essayer finalement d'utiliser cette force pour la mettre à mon profit. Vous savez, on raconte par exemple que le judo, je sais plus, c'est un truc que j'ai lu il y a hyper longtemps, mais enfin, c'est un petit peu jolie légende asiatique. En gros, c'était en voyant une. L'inventeur du judo, en gros, a eu l'idée d'inventer le judo parce qu'il regardait la neige, et donc en gros, il y avait une branche qui pliait sous le poids de la neige. Donc on avait l'impression qu'elle allait se casser. Et qu'est-ce qu'a fait la branche? Bah, finalement, elle s'est baissée encore plus, et toute la neige est tombée, et donc du coup, bah, la branche a pu se relever, elle a été libérée de la neige. La neige qui avait l'air plus forte, plus lourde que la branche. Bah, du coup, voilà, et donc le judo, bah, c'est ça, l'art d'utiliser la force et le poids de l'adversaire contre lui-même. Voilà. Donc c'est pareil, ça aussi un peu le sens du réel que doit réussir à trouver un chef. Alors, ouais, juste pour donner un peu quelques éléments de méditation sur Lyotet, des citations. Lyotet considère, d'un point de vue du chef, que l'autorité ne se décrète pas, elle se mérite. Ça revient à ce qu'on a dit la dernière fois sur les compétences. Il respecte les traditions locales. Lyotet dit un peuple sans racines, c'est un peuple perdu. Qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont, et il faut tenir compte du passé d'un peuple, il ne faut pas le révolutionner. Et puis, enfin, sa vision du soldat, sa vision de l'armée. Hein, un bon chef, c'est celui qui sait transmettre, éduquer, élever les âmes. Hein, et l'armée, justement, elle a un rôle de bâtisseur, d'éducateur, et pas purement guerrière. Donc il y a une mission vraiment civilisatrice. Alors, c'est pas très à la mode aujourd'hui de parler de mission civilisatrice de l'homme européen, de la France, etc., à l'heure du wokisme, etc. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'était une belle vision, et que voilà, Lyotet a réussi à comprendre d'une certaine manière, et en tout cas à appliquer une mission vis-à-vis d'un terrain, de l'accepter, de le comprendre, etc. Alors, concluons cet épisode avec des réflexions pour la semaine. Première réflexion, essayez de penser au fait que la vie est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des événements qui arrivent et qui ne dépendent pas de vous. Vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive, vous ne pouvez pas tout prévoir. Et l'art du chef, c'est justement de viser l'équilibre entre, d'un côté, celui qui abandonne tout parce que les événements imprévus le découragent, et de l'autre, d'être celui qui refuse de voir la réalité et qui se plante parce qu'il n'accepte pas les événements. D'accord? On pourrait dire, par exemple, un chef militaire, voilà, il y a une rébellion, il décide de mater la rébellion, de l'écraser, mais en fait, s'il tue les hommes, quelques années plus tard, les enfants de parents qui ont été tués vont se venger et vont construire voilà, une grande révolte qui va détruire tout ce qu'on avait construit auparavant. Donc, justement, il faut accepter de voir l'état des forces en présence. Et donc, en tant que chef, ta mission, c'est de prendre en compte toutes les données du problème, y compris les montagnes infranchissables qu'il va falloir contourner. Face aux difficultés, révolte, abandon, non. Il faut essayer de s'en servir pour faire mieux. Donc retenez cette phrase que m'avait dit une fois un prêtre, dans la vie, il ne faut pas de programme, il faut une doctrine. C'est-à-dire qu'il faut être souple,
Il faut être capable d'utiliser les imprévus pour rebondir. Il faut être capable de revoir entièrement un programme qui a été prévu longuement à l'avance pour l'adapter au dernier moment. Il faut, en toute chose, avoir une capacité d'improvisation. Il faut faire des plans, mais il faut être capable de jeter les plans au dernier moment pour s'adapter, refaire un nouveau plan, ou voilà, gérer la situation telle qu'elle arrive. Autre réflexion, distinguez l'essentiel de l'accessoire. Ayez l'esprit de synthèse, ne vous perdez pas dans les détails. Regardez les choses de haut. Méditation, soyez objectif et n'exagérez point. Ne dites pas, en gros, c'est trop génial ou c'est trop de la merde. Regardez les choses en prenant en compte de leurs qualités, de leurs défauts. Essayez de trouver, par exemple, des défauts dans les choses que vous trouvez géniales et essayez de trouver des qualités dans les choses que vous méprisez. Que ce soit des produits à vendre, que ce soit des personnalités politiques, que ce soit des entreprises, voilà. Essayez d'apprendre la justesse. Sachez discerner les qualités, les valeurs dans toute personne et œuvre humaine, même dans celles que vous n'aimez pas parce que, je sais pas, elles sont méchantes, elles sont pas belles, etc. Heu, soyez capable de voir qu'il existe des gens supérieurs à d'autres, inférieurs à d'autres, qu'il y a des œuvres qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais ne vous laissez pas influencer par vos sentiments et vos a priori. Soyez capable d'apprécier une personne tout en étant capable de voir ses défauts. Soyez capable de voir les qualités d'une personne que vous méprisez profondément sur d'autres points. Voilà. Ne vous laissez pas aveugler par vos sentiments. Soyez sceptique. N'acceptez jamais une nouvelle, un jugement, une opinion ou une idée sans réfléchir, sans peser, sans analyser, sans vérifier vous-même. Même si c'est une personne que vous admirez, votre meilleur ami qui vous dit un truc, soyez capable d'oser la remise en question. Aristote disait, j'aime beaucoup cette phrase, « J'aime beaucoup Platon, mais j'aime encore plus la vérité. » Les amis, c'est bien, mais soyons aussi, en vérité, il n'y a pas d'amis. Il faut être capable de chercher vraiment soi-même la certitude et du coup, parfois de ne pas être d'accord, même avec ses amis. Un désaccord n'empêche pas l'amitié d'ailleurs. Enfin, sauf si c'est sur des choses très très graves, mais généralement, si c'est sur des opinions politiques, si c'est sur des choses comme ça, on peut parfois passer au-dessus. Enfin, attachez-vous au fait de cultiver la précision, l'exactitude. Sortez de l'informe, sortez du brouillard des idées confuses, sortez des raccourcis trompeurs. Quand on vous présente une idée, un projet, quand on vous dit va dans telle direction, demandez des détails. Vérifiez ce qu'on vous affirme. 3 exercices pour cette semaine. Premièrement, rayez de votre vocabulaire tous les superlatifs excessifs. Trop bien, merveilleux, extraordinaire, etc. Deuxièmement, lisez un article de 4 pages et essayez de dégager l'idée essentielle en 5 lignes. Troisièmement, chaque fois qu'on vous rapporte un événement, quand on vous dit quelque chose, qu'on vous affirme quelque chose, essayez de vérifier tout ce qui est vague, imprécis et faux. Méditez cette semaine sur cette question. Pourquoi tant d'hommes ne voient pas le réel? Et essayez du coup de lister des causes sur un petit carnet et d'en tirer des conclusions. Je finis par une citation. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit, allez y voir vous-même. Je ne vous demande pas ce que vous pensez, dites-moi ce qui est. Les faits sont là, ils restent. Maréchal Foch. Voilà pour le podcast et l'épisode de cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires, à mettre une note sur ce podcast. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je remercie tous ceux qui m'ont écrit cette semaine et j'ai essayé de répondre, en tout cas quand j'ai vu les messages. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et travaillez bien cette semaine à méditer toutes les leçons qui sont dans l'école des chefs du Père Gaston Courtois. À la semaine prochaine dans Le Retour au Réel.